Bon, mesdames et messieurs, nous allons commencer ce conseil communal. Je vous remercie donc de votre présence. Nous travaillons, vous voyez, M. Roussel, là, nous sommes en train de travailler dans une nouvelle configuration qui fait que nous donnons dorénavant des avis sur des propositions de délibération qui nous sont faites. Ces avis sont retransmis. Si ces avis sont positifs, eh bien, ils vont être retransmis au conseil municipal, donc qui aura lieu ici le 20 mars, oui, qui aura lieu, pas ici, qui aura lieu au conseil municipal à l'Agora le 20 mars, le 30 mars, oui, le 30 mars, pardon. Si jamais les avis que nous donnons devaient être négatifs, oui, sur les délibérations qui nous occupent, eh bien, il faudrait que ça repasse en bureau municipal. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que si nous avons des propositions à faire, nous pouvons toujours faire dans un conseil municipal des propositions. Ces propositions devront être reprises, des propositions de délibération qui pourraient être reprises et présentées au bureau municipal. Elles ne passeraient pas au conseil municipal suivant. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors merci. Donc, bien écoutez, je vous fais part de quelques absences. De monsieur donc Thierry Le Pouzet qui a donné le pouvoir à madame Hamelin, mais elle n'est pas là, donc ou à madame Le Terrier, c'est donc elle, madame Le Terrier qui a le pouvoir, de madame Hubert qui a donné le pouvoir à madame Dufray, de monsieur Simonin qui a donné le pouvoir à monsieur Pichon, de monsieur Cédra qui a donné le pouvoir à madame Ambrois. Alors, Pichon, pardon, c'est vrai, Pichon. Voilà. Et de Mme Danzian qui a donné pouvoir à Monsieur Le Goubet, pardon. Voilà. Je ne peux pas élargir parce que mon nom n'a pas été stipulé. Le conseil du mois de décembre. D'accord, voilà. Et Mme Bézuel m'a donné pouvoir également au cas où elle devrait partir pour une question d'opération d'astreinte. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez eu. Alors, on nous a dit que nous, on donnait des avis sur l'ordre du jour, que nous n'avions pas donné d'avis sur l'ordre du jour. Voilà, très bien. Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 17 décembre, je vous le donne. Je ne pense pas qu'on soit habilité à le... Par rapport au le procès verbal du conseil municipal. celui du mois de décembre. Celui du mois de décembre, le 17 décembre. Ouais, d'accord. On est habilité à se prononcer. En conseil communal, on vote sur une délibération, enfin sur un PV de conseil municipal. Vous avez des conseils communaux, aujourd'hui on n'est pas conseil municipal. Il est antérieur au 31 décembre. On n'existe plus en conseil municipal. Vous pouvez formuler un avis par rapport au procès verbal, ça pose pas de souci particulier. Un avis, c'est pas un autre. Formulez un avis si vous avez quelque chose à dire. Bon, je le soumets à votre avis. Oui. Contre. Abstention. Je vous remercie. Alors, c'est vrai. Deuxièmement, voilà. Alors, je dois vous dire d'abord
que M. Denis Thébault donc, a dû démissionner du conseil municipal de la glacerie à l'époque, donc avant le 31 décembre, pour pouvoir, parce que, comment dirais-je, il devait être démissionné d'office au 1er janvier 2016, puisque un employé municipal ne peut pas être au conseil municipal de sa commune. Donc, travaillant à Cherbourg, dorénavant à Cherbourg-Cotentin, il ne pouvait pas être conseiller municipal de Cherbourg-Cotentin. Il a démissionné 15 jours auparavant, et vous vous rappelez de la dernière séance du 17 décembre, pour permettre à M. Bourdel d'être nommé conseiller municipal avant et de pouvoir ainsi être présent au 3 janvier au premier conseil municipal de la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Donc, M. Bourdel a été installé en ses rangs et fonctions dans le conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin le 3 janvier. Mais bon, je lui adresse mes remerciements et mes félicitations pour être présent ici aujourd'hui pour cette première séance du conseil communal. La première chose que j'ai à vous donner, c'est pour information, parce qu'on en est là, mais c'est peut-être un sujet quand même important, même s'il va être repris. Alors, vous êtes là, donc très bien. Je ne peux pas te mettre à côté de lui, mais bon, il y a une place sur le mets-toi à côté de moi, c'est bien. Allez, ici. Allez. Alors, le premier, donc la première, pas de délibération, le premier avis que je vous demande, non, c'est même pas ça, c'est une information que je porte à votre connaissance. Vous savez que sur le débat d'orientation budgétaire, il n'y avait pas déjà dans les conseils municipaux naguère de vote à l'issue, oui, puisque c'était uniquement une information qu'on portait à connaissance. Là, on vous porte à connaissance le débat d'orientation budgétaire pour 2016 de Cherbourg-en-Cotentin. Donc, je vais le faire assez rapidement. Pourquoi? Parce que ça va être repris le 30 mars, avec en plus, la compétence comment dirais-je, de ceux qui l'ont préparé, qui seront là. Mais je vais vous dire déjà quelques éléments importants sur ce débat d'orientation budgétaire. La première chose, alors attendez, avant de passer à ça, je voudrais tout simplement vous revenir sur le préambule qui a été fait et de vous dire que ce budget est un budget provisoire. Pourquoi? Parce que l'année 2016 est une année provisoire. C'est une année qui est calée entre les budgets communaux qui se sont achevés le 31 décembre 2015 et le budget de la communauté urbaine qui s'est achevé à la même date, et un budget qui, à partir du 1er janvier 2017, connaîtra de nouveaux transferts, puisque, en principe, il y aura une intercommunalité dans laquelle rentrera la Cherbourg-en-Cotentin. Donc, ce qui fera qu'il y aura des nouveaux transferts financiers en la matière. Donc, ce budget, c'est la somme des budgets communaux plus du budget de la communauté urbaine, comme si les 6 entités avaient été des entités autonomes. C'est comme ça qu'il a été bâti. Et c'est comme ça que la loi permettait de le bâtir. Ça a des implications, on va le voir tout à l'heure. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est qu'il n'est soumis à aucune exonération
supplémentaires ou ponctions supplémentaires dans ce qu'ils pouvaient espérer avoir. Je rappelle que sur le plan national, c'est 3,67 milliards d'euros qui sont pris sur les DGF et DGS des communes qui n'ont pas fait la même démarche que la nôtre. Et qui sont restées soit seules, soit comme elles étaient auparavant. On rappelle quand même qu'on est atteint 83 000 habitants, 4e ville de Normandie, 56e ville de France, et que nous pouvons maintenir, grâce à cette exonération, grâce à ce fait que nous n'avons pas cette ponction supplémentaire, eh bien, l'équivalent de tous les services publics que nous avons aujourd'hui mis en place à partir de la communauté urbaine et à partir des services de nos communes. En revanche, en ce qui concerne la situation fiscale, vous savez que, en ce qui concerne la glacerie, nous avions entamé en 2015 et en 2014 et en 2015 une baisse de la ponction fiscale, et qu'il est dans la volonté de Cherbourg-Cotentin de baisser la pression fiscale dès que cela sera possible. Pas possible en 2016, puisque la loi ne donne l'autonomie fiscale à Cherbourg-Cotentin qu'à partir du 1er janvier 2017. Donc pendant l'année 2016, c'est la consolidation de la pression fiscale des 5 communes existantes et de la communauté urbaine existante. Il n'y aura pas de rajout, il n'y aura pas de moins, mais vous ne pouvez pas avoir c'est uniquement à partir du 1er janvier 2017 que ça pourra se faire. Alors, mais ce budget, vous le verrez, c'est une situation financière qui est stable, avec des taux d'augmentation qui, depuis 2014, n'augmentent pas. On verra comment sera bâti le budget 2016, mais entre 2013 et 2014, il y a eu 1,3%, entre 2014 et 2015 également. Voilà, donc ce qui est inférieur. Alors ensuite, on nous présente un certain nombre de tableaux, en vous montrant que les charges de fonctionnement sont maîtrisées, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vous voyez qu'elles s'étalent à 143 millions d'euros. Et vous pouvez les regarder, eh bien, toutes les charges à caractère général, les charges de personnel, les autres charges de gestion courante, etc., sont maîtrisées aujourd'hui entre 2013 et 2014, puisque ce tableau concerne 2013 et 2014, mais quand on pourra voir et quand on aura voté les comptes administratifs 2015, on verra également, c'est pour ça qu'on ne peut pas les produire, parce que les comptes d'exploitation les comptes administratifs et les comptes de gestion 2015 ne sont pas votés toujours, donc on ne peut pas les produire dans les tableaux. Mais c'est même avec une certaine baisse que l'on peut voir aujourd'hui les dépenses de fonctionnement. On continue. Alors on vous montre les structures des dépenses de fonctionnement, avec évidemment la charge du personnel, qui est la plus importante, qui est à 56,4%, les charges à caractère général à 21,1%, les autres charges de gestion courante 14%, les charges exceptionnelles 7%. Vous voyez que les intérêts, on paye très peu, parce que nos établissements sont peu endettés, donc nous payons peu d'intérêts d'emprunt. Ensuite, vous avez la progression faite des produits de fonctionnement. On vous le montre entre 2012 et 2014. Toujours pareil, puisque 2015 n'est pas voté. On vous montre également le niveau d'épargne, même s'il baisse, avec une épargne nette qui a été maintenue, à 17 millions et demi. Pardon ?
Est-ce que vous pouvez leur revenir voilà, sur le graphe, parce que comme on ne l'a pas sur notre feuille, Là, il passe. le graphe n'est pas sorti. D'accord. Ça va, on peut continuer, non? Je présume que vous allez le recevoir. C'est la question que je vais vous poser. Ça veut dire que pour le prochain conseil municipal, on aura de nouveaux documents. Vous allez avoir le document. Hein. Ça, il sera plus. Il y aura plus d'éléments que celui-là. Ça, c'est une notice, une présentation simplifiée. On continue. Voilà. Ça, on continue. Alors la capacité d'autofinancement net, alors là vous avez pour les 152 000, les 152 agglomérations qui sont dans la même strate que Cherbourg-en-Cotentin, c'est-à-dire entre 50 000 et 100 000 habitants. Donc, on voit la capacité d'autofinancement net qui est une quand même qui est vers vers les meilleures communes. Et on voit qu'on est largement au-dessus de la moyenne. Le trait que vous voyez, le trait horizontal que vous voyez là dans le gris, c'est la moyenne de ces communes en strate. Vous voyez qu'il y a certaines communes qui sont en épargne nette négative. À gauche. C'est ça que ça veut dire. On continue, donc nous sommes à 228 € par habitant. Vous avez également les investissements en millions d'euros qui sont mis, hors dette. Et puis vous avez la dette et vous avez ensuite les emprunts qui sont portés. Et on vous montre également dans cette strate que, eh bien, Cherbourg-en-Cotentin est une des communes de sa strate les moins endettées de France. C'est-à-dire que l'emprunt dans l'investissement intervient à 6% au Cherbourg-en-Cotentin. Et néanmoins, tableau suivant, on perçoit bien que nous sommes quand même dans la moyenne des dépenses d'investissement. Voilà, juste au-dessus, hein, pas de beaucoup, mais que nous sommes dans la moyenne des dépenses d'investissement par habitant. 499 €. Oui, parce que le tableau précédent, on va pouvoir dire, en effet, celui qui fait rien, qui n'investit jamais, il peut être comparable ou non. Mais nous sommes quand même dans la moyenne des efforts d'investissement. Ensuite, alors ça, c'est ce que la commune, c'est les 7 millions d'euros, c'est ce que la commune peut dorénavant donc économiser en raison, enfin peut économiser, c'est ce que la commune n'aura pas à payer en complément en perte ou n'aura pas payé. Elle n'aurait pas payé. C'est ce que elle va recevoir et qu'elle n'aurait pas reçu si nous étions restés en commune indépendante. Voilà, exactement. C'est le bon terme qu'il faut dire. Par an. Hein. Par an. C'est pas sur la durée du mandat qui reste. C'est bien par an. Voilà, 7 24 000 €. Étant donné que dedans, la part de la DGF est à peu près de 50%. Ce
qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres mesures d'accompagnement. On va y aller, mais on n'a rien d'autre entre les deux là, non? Non, c'est bien, non. Bon alors, je vais vous demander de suivre un peu sur votre document, qu'on puisse le voir. C'est-à-dire que vous avez la garantie de la dotation forfaitaire sur 3 ans, donc c'est garanti. C'est-à-dire qu'on ne peut, à un moment donné, on avait pensé qu'on aurait pu ne pas l'avoir, c'est garanti. C'est bien même en commune. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. La dotation de compensation épargnée. Qu'est-ce que c'était que la dotation de compensation? La dotation de compensation, c'est-à-dire que il y avait un prélèvement sur une péréquation communale que payaient nos communes. Nous en sommes épargnés en la matière. C'est 460 000 euros d'économie. Alors, est-ce qu'il y aura un possible que nous aurions, alors 460 000 euros là aussi, que nous n'avons pas à redonner d'une manière supplémentaire? Nous les gardons. Et peut-être il y aura un possible supplément sur les dotations de péréquation, ce sera à voir. Il y a une plus-value attendue sur la dotation nationale de péréquation, donc c'est-à-dire, nous pouvons espérer avoir un peu plus en ce qui concerne donc cette dotation, c'est-à-dire qu'on écrète toutes les communes qui sont plus riches que la moyenne, etc., et dans la même strate, et il y a une répartition qui se fait. Et on peut espérer davantage que nous n'avions, sauf qu'on n'a pas compté et on ne comptera pas dans le budget. La prévision budgétaire. C'est là en supplément. Alors, il y a les DSU cibles. Là aussi, la DSU, c'est la dotation sociale. Oui, de solidarité urbaine. Dites de solidarité urbaine. C'est la dotation sociale, c'est-à-dire celle qui concerne les communes qui ont dont les habitants ont des faibles revenus et autres. Voilà. Donc, elle est garantie jusqu'à 2018 au niveau où nous étions. La DSR également. Pour ceux qui la percevaient, c'est-à-dire la glacerie et Cartelise. Et on va maintenir cette part que nous avions va apporter un financement à Cherbourg, à Cotentin. Monsieur le maire, juste une question sur la dotation de compensation épargnée, paragraphe 3.1.3. La glacerie est à 0. Parce que, en fait, c'est-à-dire que nous n'avions plus de DSU, nous n'en avions plus depuis 4 ans, depuis 2012, c'est ça, monsieur? Enfin non, plus ancien, je dirais 2008-2009. 2008-2009. Alors on a bénéficié pendant 1 an et demi. Voilà. Et la DSR que nous reversons, oui, elle n'était pas soumise à l'écrêtement. Donc il n'y a pas d'économie qu'on aurait pu en attendre, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il n'y a que de la DSR qui comptait là-dedans. Les autres communes, en revanche, sur la part de DSU, elles auraient pu redonner. Donc c'est bien ce qui est compté là et qui est porté. Alors j'en étais à l'éligibilité au fonds de péréquation comment dirais-je, des intercommunalités. Alors, on aurait pu se dire, la Cherbourg-Cotentin n'est plus en intercommunalité. Donc elle perd. Non, elle conserve non seulement ses propres fonds, mais elle conserve aussi son éligibilité au FPIC. C'est normal, parce que les compétences de la CUP ont été transférées à Cherbourg-en-Cotentin. Oui, totalement, monsieur. Dans la réaction publique, Cherbourg-en-Cotentin. Non. Il y a un trou dans la CUP. C'est logique qu'on le connaissait, c'était pas évident. Le changement de statut fait que c'est des réponses de la DGFiP. C'était un peu dans le palier. Oui. On votait ça au 1er janvier 2016, la commission qu'on gardait tout.
Alors, ceci veut dire aussi qu'au 1er janvier 2018 au plus tard, quand nous rentrerons dans l'intercommunalité, puisque normalement la loi nous met 2 ans pour pouvoir le faire, même si nous pensons que nous allons y rentrer le 1er janvier 2017, eh bien, fait que ces fonds-là feront partie quand nous les transférerons, de l'enveloppe qui nous sera rétrocédée en compensation. Parce que quand vous passez dans une intercommunalité, la commune qui passe dans l'intercommunalité, elle va transférer un certain nombre de fonctions. On va transférer le service des eaux, on va transférer le service d'assainissement, on va transférer le service des ordures ménagères, etc., etc. Donc vous devez transférer en même temps les moyens financiers qui vont avec. Eh bien, là-dessus, on vous recalcule une indemnité compensatrice pour qu'on puisse évidemment équilibrer tout le monde et toutes les collectivités dans ce lot-là. Donc, ça veut bien dire que ces sommes qui sont aujourd'hui de l'ex-communauté urbaine qui sont dans le budget de Cherbourg-Cotentin, elles seront évidemment redevables et transférées avec des moyens, mais nous aurons une indemnité compensatrice également qui reviendra. Alors en ce qui concerne les recettes fiscales, je le disais tout à l'heure, pourquoi on restait sur les mêmes taux en ce qui concerne 2017 sur le foncier bâti, sur la taxe d'habitation sur le foncier bâti, le foncier non bâti, et la taxe foncière sur les entreprises. En revanche, donc, les prévisions qui nous sont annoncées, et on ne sait pas pourquoi, parce que c'est une constante nationale, eh bien, font qu'en matière de CVAE, c'est-à-dire de contribution donc des entreprises, qui remplaçaient, vous savez, la fameuse taxe professionnelle à l'époque, eh bien, il y aurait une baisse importante qui aurait été constatée sur toutes nos communes. La glacerie aurait perdu à nouveau 6 337 €, mais Cherbourg-Octeville 345 000, etc. Ce qui fait 791 000 € de perdu. Donc on va gagner par l'augmentation des bases d'imposition 900 000 € et on va perdre en CVAE 791 000 €. Donc voyez-vous qu'au point de vue rentrée fiscale, ça va être identique. Pour les autres recettes de fonctionnement, eh bien, elles ont été calculées à l'identique que celles de 2015. Je vais poser une question. Oui, monsieur. L'imposition des impôts locaux, j'ai repensé, aujourd'hui, on avait la ligne concernant l'intercommunalité bâtique et la ligne commune d'évaluation. Demain, on aura celle de Cherbourg-en-Cotentin. Est-ce qu'on aura aussi celle de la commune d'Élisée? Donc, du coup, alors, je sais rien. Je présume que si. Je présume que si. C'est-à-dire que la feuille d'impôt cette année, d'après ce que j'ai compris, je parle sous votre contrôle, M. Le Gall, mais elle comportera bien toujours une part de la glacerie et une part CUC. Normalement, ça va être comme ça. Puisqu'on n'aura pas l'autonomie financière qu'à partir du 1er janvier 2017, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, si. Il n'y aura plus qu'une ligne. Il n'y aura plus qu'une ligne, mais Sauf, elle sera différente par commune déléguée. Il n'y aura plus de différence par commune. Alors, il y aura une différence. Il y aura une différence. harmonisation. Voilà, il y aura une harmonisation des taux. Histoire. Petit à petit. Oui, toutes les communes n'auront pas le même chiffre. elles n'auront pas le même chiffre. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que oui, on est bien d'accord Le là-dessus. même taux, mais C'est-à-dire que Non, il n'y aura pas le même taux au départ. on n'aura pas le même et taux. les harmonisations sur 12 ans. Sur 12 ans. ouais, parce que Cartelier, on peut lui dire que tu vas payer comme les autres. Non. Tout le monde déménage. Une seule ligne et les taux différents. Voilà. Il n'y aura qu'une ligne. Alors, peut-être que justement, pour justifier les taux différents, il y aura peut-être quand même deux lignes pour rappeler la commune d'origine. Il n'a
partie, Pour comprendre. la partie Pour que globale la de la personne commune puisse comprendre que nouvelle, le taux soit différent, malgré qu'on soit sur la même commune. Alors après, c'est la logique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 12 ans, on va lisser les taux pour atteindre dans 12 ans, c'est-à-dire en 2029, le taux de Caqueville. C'est l'engagement qui a été pris. Donc tous les ans, on calculera, il y a déjà eu des calculs financiers qui ont été faits, qui ont été produits, etc., pour que l'on baisse. Alors il est évident que ceux qui sont les plus élevés vont baisser beaucoup plus vite que ceux qui sont moins élevés. Ça, c'est un peu avantageux, sauf qu'ils paieront toujours davantage, jusqu'à ce qu'ils aient rattrapé le taux moyen. Et finalement, c'est que dans 12 ans, que tout le monde paiera la même chose. Et s'il y a création d'une intercommunalité, ce sera pareil. Ce sera pareil. Alors, donc, les constantes donc, du budget pour 2016, ce sera la maîtrise des coûts de fonctionnement, pas d'augmentation des fonctionnements. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement devront augmenter de moins de 1%. Optimiser la politique d'achat, mais ça n'a pas été compté. On a sommé pour les 5 communes et ce sera à l'observation des résultats qu'on verra les résultats d'une politique d'achat rigoureuse et concertée. C'est-à-dire que les économies de l'échelle n'ont pas été anticipées. Un objectif d'évolution de la masse salariale d'environ 1%, étant donné que vous savez très bien qu'il y a des négociations qui sont en cours et qu'inévitablement les négociations vont conférer parce qu'il faut évidemment il va falloir établir un régime indemnitaire pour Cherbourg en Cotentin. Si vous établissez, au plus bas de ce qu'ont aujourd'hui les employés communaux, ceux qu'ont les moins de nos employés communaux. Bon, il est évident que ça ne va pas tenir et qu'il va falloir aller un tout petit peu plus haut. Alors c'est savoir où ira le curseur. Donc il y aura des dépenses qui seront des dépenses supplémentaires. Mais celles-ci n'ont pas été chiffrées dans l'engagement de 1%. Le 1%, c'est ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité. Les sommes qui pourraient être données d'une manière supplémentaire après un accord salarial sur le nouveau régime indemnitaire qui sera issu et sur lequel tous ceux qui sont dessous ce régime indemnitaire pourront migrer. Parce que si vous êtes au-dessus, vous pouvez garder ce que vous avez, mais si vous êtes dessous, vous pouvez migrer vers ce régime-là. Eh bien, fera que ce sera pris sur le chapitre des dépenses imprévues. Parce qu'on ne le connaît pas. On connaît le nom pour les personnes. Non, non plus. Non plus. Ça dépendra du seuil où vous êtes. Si je vous dis, par exemple, on prend comme IAT, je vais prendre un exemple d'IAT qui est l'indemnité administrative et technique qu'ont pratiquement tous les agents. Si aujourd'hui, vous la prenez, vous la mettez à 2%, c'est-à-dire à 2%, elle est comprise entre 0 et 8. Et on dit pour l'établissement de Cherbourg-Cotentin, ce sera 2%. Tous ceux qui sont au-dessus de 2%, regardez notre régime indemnitaire. Oui. Tous ceux qui sont dessous, qui ont un 25, un 32, un 43, ils disent « Allez, moi, je fais valoir mon droit de rejoindre ce régime-là. » Donc il ira. Mais effectivement, ça n'aura pas la même incidence ni en nombre de personnes qui pourront migrer, ni en somme, si vous le mettez à 1,5% ou si vous le mettez à 4 ou à 5. Voilà. Donc on ne peut pas l'anticiper.
Ça va dépendre des négociations. Alors, ce que vous pouvez savoir, c'est la somme que vous voulez y mettre. Après, Ça, c'est autre chose. après En les effet. DPIC font faire en sorte que C'est un effet. Et ça, bon, ça, on ne le met pas dans des documents comptables, là, pour dire, on va négocier à présent. Mais en effet, c'est comme ça que ça se fait. Oui. Autre chose, vous avez un état sur la dette également. Donc, avec un encours de 71 millions et une dette qui baisse, qui est logique un petit peu également. Voilà. Bon. Et vous avez, pour vous dire quand même, le taux d'intérêt instantané, c'est ça qui est intéressant de voir. C'est-à-dire que si aujourd'hui, combien paye-t-on nos crédits, qui ont des taux variables, des taux fixes, etc., eh bien, on paye 1,87%, c'est-à-dire que nous sommes avec la commune qui paye le moins cher de toute la strate des communes entre 50 000 et 100 000 habitants. C'est nous le premier élève de la classe, sur les 132 communes. Voilà. Ensuite, vous avez l'extinction annuité de la dette. Donc, vous verrez quand même que, en effet, là aussi, il y a des capacités d'endettement supplémentaires qui se font jour quand on regarde attentivement cette année. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Non? Pas de... Voilà. Écoutez, nous avons donc à présent 7 avis à donner. Je vais laisser la parole à M. Branton pour les 3 premiers avis, en vous disant, parce que là aussi, je ne l'ai pas présenté au conseil communal, même si en conseil municipal nous en avons parlé, mais je le rappelle, parce que ça a été présenté et ça fait l'objet de délibération au conseil municipal, mais nous avons changé d'organisation interne à la municipalité au 1er janvier, ou au 3 ou au 4 janvier d'ailleurs, 2016. D'une part, parce que nous avions des compétences que nous n'avions plus et que nous exercions auparavant, donc des délégations que c'était le maire qui avait des compétences qu'il n'a plus au 1er janvier 2015, donc il n'a plus à déléguer. Donc il y a eu un allègement des délégations. Et deuxièmement, il y a eu le fait aussi que Mme Bézuel a été donc désignée par M. Arrivé pour exercer des fonctions d'adjoint du maire de Cherbourg-en-Cotentin, avec une fonction notamment sur les espaces verts, et l'embellissement de la ville, et que donc, évidemment, elle n'est plus aujourd'hui maire adjointe du maire délégué. Voilà, elle n'est plus maire adjointe déléguée. Maire adjointe de Cherbourg-en-Cotentin, je me disais, je dois me mettre, elle n'est pas conseillère communale ici, elle est toujours maire adjointe de Cherbourg-en-Cotentin, au siège ici avec les adjoints bien évidemment. Et donc nous avons été obligés de répartir les rôles à nouveau. Donc Jean-Pierre Pichon, prenant en plus de ses fonctions de la quotidienneté et du fait qu'il désormais il est à la retraite, il a pris la question du logement. Alain Travers, lui, il reste, il est amputé uniquement de l'équipe de basket, de l'équipe première. Mais enfin, quand on voit, finalement, c'est pas une véritable amputation, parce que elles imputent toujours, on le verra sur le budget de la commune déléguée de Cherbourg, de la glacerie. On vous expliquera là aussi comment ça s'est fait. Donc c'est une consolidation de budget, c'est-à-dire qu'on donne les mêmes sommes, c'est uniquement une délibération
de Cherbourg-Cotentin qui va l'augmenter d'ailleurs, et ça restera toujours avec la somme que nous aurions donnée qui est imputée sur le budget de la commune déléguée. Pascal Bontonne reste le correspondant technique, le correspondant financier, mais évidemment, ces tâches sont allégées. Il ne mesure peut-être pas encore totalement, mais s'il a beaucoup moins de choses à signer déjà et à contrôler, et ça va continuer à s'amplifier. Et donc, il a pris les fonctions de l'urbanisme et donc de tout ce qui concerne les travaux locaux ou autres qu'il va pouvoir exercer. C'est pour ça que c'est lui qui va parler d'ailleurs des questions de résiliation de bail emphytéotique, étant donné que Thierry Lepouzet a laissé cette part pour prendre, lui, tout ce qui concerne l'animation de la ville et toute la partie culturelle qui nous reste. Alors, je vous rappelle, dans la charte, qu'est-ce qui est parti à la commune nouvelle en matière culturelle? C'est uniquement la lecture. Hein. Voilà. Catherine Duclé, eh bien, elle a laissé toute la part de la petite enfance, on le verra tout à l'heure. En revanche, reste sur le CCAS et sur les aînés, et rentre au CCAS municipal, où là aussi, l'organisation est en attente en organisation de tâches nouvelles qui vont lui être dévolues et où il va falloir qu'elle s'implique en ce qui concerne les projets de politique en matière de politique sanitaire et sociale de la commune, en matière d'accueil des migrants ou autres, et sur différents projets qui seront mis en place pour pouvoir harmoniser les prestations sociales de la commune nouvelle à travers toutes les communes déléguées, notamment en matière des services anciens. Anne Ambrois, donc, reste quasiment à l'essentiel, même si elle, on voit que quand même, on en reparlera, il y a un certain nombre de tâches qui vont être centralisées. On voit que le maire de Cherbourg-Cotentin a pour ambition d'en centraliser davantage encore. On va voir, ça va certainement se faire. C'est vrai qu'on ne peut pas rester, par exemple, la gestion de la fermeture des classes. Ouais. C'était l'an dernier, c'était le maire de la Gasserie qui s'était porté pour, il y a 2 ans, quand il y a eu la menace d'une fermeture à Lucarnéou, l'an dernier quand il y a eu une menace de fermeture à Menu. Là, cette année, la personne compétente, c'est le maire de Cherbourg-Cotentin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se mobiliser. On s'est mobilisé. J'ai écrit moi-même à l'inspecteur d'académie. Enfin, il me répond gentiment. On a reçu la lettre ce soir. De réponse, pas vieille, en me disant que c'est bien le maire de Cherbourg-Cotentin qui est compétent. Donc, en disant que, voilà, on peut le comprendre. Mais enfin, voilà, ça veut dire qu'il y avait, indubitablement, il y a des transferts. Et Chantal Ronsin, donc, eh bien, elle, tout a été, elle reste un correspondant local en ce qui concerne l'environnement et la ruralité, elle reste le correspondant local, mais uniquement le correspondant local des compétences et des délégations de régime visuel, et donc ce qui diminue largement aussi sa part de participation. Donc c'est pour ça qu'elle va s'occuper de la petite enfance. En plus, voilà, de ce qu'elle a, c'est-à-dire la petite enfance, la crèche, le relais d'assistance maternelle et tout ce qui concerne ces organisations. Alors je disais ça, oui monsieur Fontaine. Monsieur est arrivé à faire appel à 8 personnes. Aujourd'hui, on connaît les personnes qui seront autres que les conseillers dans cette commission. Oui, on les connaît, c'est-à-dire, parce qu'il s'est déjà réuni, le CCAS, déjà 2 fois, je crois. Donc, Catherine, c'est 8 personnes qui proviennent d'associations qui avaient pignon sur rue sur la totalité de l'agglomération. Le paralysé de France, je crois, enfin différentes supports populaires, enfin toutes ces choses qui Alors, en revanche, si c'est ça le sens de votre question, nous gardons, je peux vous assurer qu'on garde une antenne
local du CCAS, ici, oui. Donc ça, l'organigramme est en cours de précision, mais on garde une antenne locale du CCAS, et on garde un conseil local du CCAS. C'est-à-dire que notre commission va continuer de fonctionner, donc si vous y appartenez, vous pourrez continuer à siéger à cette antenne locale, qui aura toujours ce conseil d'administration, pratiquement le rôle qu'il avait, au moins de propositions un petit peu comme le conseil municipal aujourd'hui, sur un certain nombre de délibérations que prendra le conseil, le CCAS municipal, et qui devra pour recueillir les avis, et puis pour tout ce qui est l'étude des cas précis, l'étude de certaines actions que l'on pourrait avoir, etc., qui seront toujours vues par ce qu'on appelle le CLAS. Voilà. Conseil local de l'action. D'accord? Ça répond, M. Fontaine? Alors, Pascal, résiliation du bail amphithéotique entre la commune de Chabot, entre Quentin et de la CTP. Alors, vous avez certainement lu la délibération. Donc, c'est une régularisation suite à la cessation d'activité, en quelque sorte, de la CTP dans ce qui était l'activité industrielle. Et donc, cessation d'activité suite à un incendie. Donc, depuis que l'activité n'existe plus, il n'y a plus de loyer de versé. Et donc, en fait, c'est une régularisation, puisqu'il n'y a plus lieu de maintenir le bail amphithéotique en l'état. Donc, on va résilier ce bail. Voilà, donc il faut quand même l'accord du conseil communal, dans un premier temps, et le vote ensuite du conseil communal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, autrefois, les papillons blancs n'avaient pas toutes l'étendue qu'ils ont prise par la suite, et ça s'est rajouté petit à petit. Donc il y a eu la construction d'un atelier qui était une biscuiterie, qui était sur la transformation des œufs. Vous rappelez qu'ils avaient des poulaillers à l'époque, etc. Donc ils cherchaient des produits de transformation de leurs œufs. Donc ils ont fait une biscuiterie. Donc pour ça, évidemment, ils cherchaient de l'argent. C'est la communauté urbaine qui leur a cédé des terrains sur un bail amphithéotique qui était particulièrement avantageux pour leurs finances, etc., pour pouvoir aider cette affaire-là. Aujourd'hui, ils ont acquis derrière, parce qu'après il y a eu la construction de la masse, notamment, et d'autres terrains. On verra d'ailleurs qu'il faudra revenir sur d'autres parties, parce qu'il y en a même qui appartenaient à l'ancienne, la glacerie, notamment le bassin d'orage qui se trouvait le long de la rue Michel Petrucciani. Et tout ça, il faut qu'on remette en ordre le foncier. Donc, pourquoi? Parce que effectivement, ils occupent tout le terrain, oui, et ça faisait une enclave qui était dans leur terrain, et comme la communauté urbaine avait besoin de traverser de prendre une servitude sur le terrain de la CTP pour pouvoir faire des économies d'assainissement, parce que elle peut traverser et ainsi rejoindre les terres feuillies à partir de la gendarmerie, sinon elle aurait été obligée de faire le tour par la rue Michel Petrucciani et de repartir de l'autre côté. Elle fait une économie de 200 000 € en la matière, donc ce qui est une économie sensible. Donc elle a pris une servitude sur la CTP, ce qui permet aujourd'hui, évidemment, comment dirais-je, Acaïs est revenu à la charge en disant qu'il voulait que pour autant il y ait une compensation qui soit donnée sur cette partie-là, puisqu'il voulait y faire, je crois, une piste de conduite ou autre chose. Voilà. Pour apprendre. Voilà. Et comme nous sommes commune déléguée de la glacerie, que ça se passe sur le siège de la commune déléguée de la glacerie, on nous demande notre avis en la matière. Donc c'est juste un jeu d'écriture à somme nulle qui ne coûte rien en la matière et qui est juste une remise en ordre des affaires domaniales. Voilà. Quel est l'avis? Des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets à votre avis. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. La Valérie Trotbec
Servitude de passage de canalisation avec monsieur et madame Le Gall. Alors, il s'agit bien de Dominique Le Gall, vous allez voir, là aussi. Évidemment, j'aime un peu d'évoquer la question ici, il faut que nous le fassions, parce que là aussi, il y a des questions domaniales, pas fiscales. Donc là, c'est une servitude de passage de canalisation. Donc, qui date du 10 décembre 2007, hein, sur la propriété de M. Le Gall, donc qui doit toucher une indemnité correspondante à cette servitude. Donc, dans la mesure où M. Le Gall s'est porté acquéreur de parcelles voisines, il convient donc de revoir la servitude de passage de façon à prendre en compte ces nouvelles parcelles, en contrepartie d'un versement d'une indemnité de 665 €. Donc, ceci étant, le Conseil communal de la Glacerie est invité à donner son avis. Rien que du commun, il y a des tarifs qui sont précisés, etc. C'est toujours comme ça, c'est pas une négociation. L'établissement public veut traverser les parcelles privées, elle peut le faire, oui, en s'arrangeant à l'amiable et en fonction de l'affaire, et le propriétaire accepte une servitude contre le versement d'une petite indemnité. Donc, monsieur Madame Le Gall ayant acquis les terres supplémentaires, la canalisation continuant, donc voilà. C'est une régularisation. Les propriétaires précédents de ces nouvelles parcelles n'avaient pas de compensation de servitude. D'ailleurs, qu'à chaque changement de propriétaire, on reçoit une compensation de servitude. C'est pas marqué dans l'acte notarié. La canalisation n'existait pas puisque c'est été créé suite à la suppression de la station qui existait au village. Voilà. Ça s'est installé, alors c'était le même propriétaire, donc à ce moment-là, il n'y avait pas de servitude, alors qu'on avait installé une canalisation. Non, la servitude, c'est créé. C'est créé à l'installation. C'est pas à l'installation qu'on donne une compensation, c'est uniquement s'il y a cession du terrain. Non. Dès l'instant où vous avez une canalisation, vous avez une servitude qui est créée. Oui. C'est pour cette raison-là. Donc la canalisation, elle a bien été créée sur le terrain avant que vous en soyez propriétaire. La canalisation, elle a été créée avant que vous deveniez propriétaire de ce nouveau terrain. Non. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. Je parle pas là, il est quand même écrit qu'il y a de nouvelles parcelles pour lesquelles vous êtes porté acquéreur. Et que les 665 € correspondent à la. Alors, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de rémunération qui était faite au propriétaire. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place par l'ex-communauté urbaine. Je présume que les canalisations ont été installées avant votre acquisition. Quand il y a eu la suppression de la station. Voilà, quand il y a eu la station. Donc vous devez toucher, oui. Au niveau du village. Voilà. Oui. Sauf que je ne comprends pas, donc dans ce cas-là, s'il n'y avait pas de servitude avant, pourquoi aujourd'hui. Si, il doit y en avoir une, monsieur. Il doit y en avoir une. Non, mais on n'est pas. À chaque fois qu'on change de propriétaire. Oui, je présume. C'est dans l'acte notarié, c'est il faut une servitude. Et quand on se porte à terre en terrain, on est au courant des servitudes dont on est sur le terrain. Donc ça veut dire quelque chose. Parce que sinon, dans ce cas-là, à chaque fois qu'un terrain a une servitude municipale ou intercommunale, c'est encore, il suffirait de revendre le terrain tous les ans à un voisin qui vous le revend l'année d'après, et chaque année, la municipalité repérait des servitudes. Je présume. Si vous avez la réponse prochainement, ça m'intéresse de savoir, parce que ça. Les gros montants soit, mais le processus me paraît quand même. Peut-être la question c'est est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur les procédés à ce moment de l'acquisition des terrains sur lesquels il y avait déjà une deuxième installée, si l'ancien propriétaire avait touché également de la part de la communauté urbaine une servitude. Et par la même occasion, si c'est possible d'avoir un extrait cadastral pour voir la parcelle avec laquelle
CEDS, il y a le problème quand ils ont un applicable de tout sur le terrain, ils viennent les trouver, mais les fois qu'on dit bon, ce terrain-là, c'est bien là, On va pas repayer à chaque fois. Écoutez, je crois que tout est expliqué. Donc, j'avais pas pensé qu'on allait avoir toutes ces questions là-dessus sur une charité. Mais enfin, relisez un petit peu ce qui est décrit. Je crois que c'est expliqué. Il y a l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2000 autorisant le système d'assainissement de la communauté urbaine, stipule la suppression de la station d'épuration de la glacerie. De ce fait, un collecteur d'eau usée de diamètre 200 en PVC a été posé sur une longueur de 3000 mètres entre le village d'Averry et la glacerie et le village de Pélem à Tour-la-Ville, le long de la vallée du Trotbec sur des terrains privés. Des négociations ont été menées conformément à la loi du 4 août de 62 qui confère aux établissements publics et collectivités territoriales entreprenant des travaux d'évacuation d'eau usée le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. Le bureau de communauté urbaine du 10 décembre 2007 avait autorisé la constitution d'une servitude sur la parcelle ZB64, oui, à la glacerie, propriété de monsieur et madame Le Gall, et le versement de l'indemnité correspondante. Ça, c'est un premier point. Parallèlement, une convention avait été conclue avec le département de la Manche pour établir une servitude sur les parcelles ZA87 et ZA88. Ce n'était pas le même. Oui, l'un, c'était la communauté urbaine, l'autre, le département de la Manche. Or, donc, il y a eu une convention qui avait été portée, et c'était le département de la Manche qui était propriétaire avant M. Le Gall. Or, ces parcelles ont été ensuite acquises par M. et Mme Le Gall. Il est donc nécessaire de constituer une servitude à travers ces parcelles sur une bande de terrain d'une largeur de 10 mètres et d'une longueur de 190 mètres, en contrepartie du versement d'une indemnité de 665 € en la matière. Pourquoi? Parce que on ne passe plus d'une personne privée, c'est pas un échange, ça n'a pas été une cession entre une personne privée et une personne privée, c'était une cession entre une personne publique et une personne privée. Je dois vous rassurer, monsieur Le Bouvet. Alors, la taxe locale sur la publicité extérieure enseigne Société des courses de chevaux de Cherbourg-Octeville. Alors, oui, avis, pardonnez-moi. Alors, l'avis, contre, abstention, adopté, merci. Donc, avis favorable. Vous étiez pour déjà avant, vous voulez juste les Ah non, non, mais je comprends, madame. Non, non, mais c'est vrai que c'était passé rapidement et j'aurais. Mais quand vous parliez, en relisant, je m'étais aperçu que c'était uniquement une question d'acquéreur public et d'acquéreur privé. Voilà. Et que c'était logique. La taxe locale sur la publicité extérieure, l'enseigne Société des courses de chevaux de Cherbourg-Octeville. Pascal. Pour résumer, la société REFPAC GPAC est en charge du relevé des dimensions des enseignes pour qu'ils s'émettent des types de recettes, a compté l'enseigne de la société des courses de chevaux comme étant taxable. Or, en fait, il y a un article du Code général des collectivités territoriales, le L2333-7, qui stipule que ce genre d'enseigne n'est pas taxable. Donc la société des courses de chevaux a écrit à la mairie pour faire valoir son droit. Donc comme on avait mis un titre de recette, il faut l'annuler. Et on a donc besoin d'une délibération. Des questions là-dessus? Je vous demande votre avis. Défavorable, abstention, favorable. Je vous remercie. On passe au centre socioculturel des Bouches-Terres, l'atelier d'échange sur le support d'activité de création de mobilier en carton, la convention avec l'association Fil de l'eau. Madame Ambrois. Alors là, il faut organiser un stage avec les jeunes du Fonds rencontre jeunes, un stage qui aura lieu donc, dans les locaux de la Brèche, Cherbourg-en-Cotentin, pour donc, des jeunes de 15 à 20 ans, au nombre de 8 maximum, pour construire du mobilier en carton. Il s'agit de passer une convention avec cette association. Donc le coût du stage au total est de 840 € et le stage est lieu sur 5 séances de 4 heures. La première
maximum se font le 23 mars. Et donc les jeunes construiront une table basse, un meuble TV et des assises, 4 assises exactement. Donc voilà, en précisant que l'association Cubelo est une association d'insertion et de soutien auprès des socioprofessionnels de personnes. Donc il s'agit là d'autoriser le maire à signer cette convention. Une question dans l'avenir. On a la commune un budget du centre social qui va être délégué par le charbon en Cotentin et sur lequel on va pouvoir justifier des dépenses qu'on va faire à tout ça. Donc c'est vous qui signez la convention, c'est la mairie déléguée. Non. Ce sont des lignes budgétaires, c'est pas une budget délégué. Ce sont des lignes budgétaires que nous gérons ici avec le service de comptabilité là-haut. Et donc on est en train de faire la différenciation entre les lignes budgétaires que nous continuerons de gérer ou pas. Et tous les engagements financiers seront signés par le maire de Cherbourg-Cotentin ou le maire adjoint qu'il a. Sauf que nous sommes tous, les maires délégués, les 5 maires délégués, des ordonnateurs suppléants. Je pourrais le signer. Donc, par délégation. Par délégation. Je suis ordonnateur suppléant permanent. Voilà. Le budget des rejeteurs, enfin des fonds socio-culturels, il apparaîtra dans les lignes budgétaires de Cherbourg-Cotentin, mais il sera abordé en conseil municipal. Ou alors ça reste le domaine du conseil communal. C'est-à-dire que, en fait, quand on va avoir le budget, la prochaine fois, le prochain conseil municipal, et je vais vous en parler tout à l'heure, parce qu'il y a des changements de ce que j'avais prévu, parce que, nous étudierons le budget de Cherbourg-Cotentin. Nous aurons, je présume, je n'en sais rien encore, mais je présume, l'état des lignes, parce que c'est ça l'intérêt, vous avez raison, l'état des lignes que nous aurons à gérer, sur lesquelles, voilà, on pourrait... Alors, reste à travailler. Enfin. Bien sûr. Oui, madame. Et j'en sais rien. Je n'en sais rien encore. Hein. Très sincèrement, pour l'instant, tout ça, c'est en cours d'arbitrage. Il n'y a pas eu d'arbitrage de rendu en la matière. Vous savez qu'on avait par exemple compétence sur le budget d'animation de la ville, le budget du centre socio-culturel. Oui. Non, c'est pas. Si, c'est ça. Le budget de centre social. C'est-à-dire qu'il y aura bien des budgets qui sont les mêmes, c'est les budgets de l'année 2015 qui ont été repris, oui, mais à travers chacun des budgets qui sont là, en fait, ce sont des articles qui sont transférés. Il faut faire la part très fine entre ce qui revient de la ligne de Cherbourg en Cotentin et les 5 autres lignes qui sont pour la ville, Carnoville, la Glacier, etc. C'est quelquefois difficile. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je réunis les gens autour de la table pour voir avec eux, et notamment, je vais réunir le centre social, je crois que c'est en plein mars, le jeudi prochain, avec les maires adjoints, pour pouvoir établir ça. Parce que c'est compliqué. Hier, on se réunissait avec les espaces verts. L'entretien des espaces verts, c'est Cherbourg en Cotentin. Mais l'entretien des stades, et notamment des espaces verts des stades, c'est les communes déléguées. Oui, mais il y a eu un tel méli-mélo déjà que finalement, l'autre jour, on a eu des pelles et des pioches gratuites. Donc, ils sont en train de regarder comment il va falloir imputer les pierres, les pelles et les pioches. Mais comme elles étaient en stock dans ce que Cherbourg-Octeville avait acheté à l'époque, et ça a été une comptabilité de stock, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu sensible. Mais moi, comme vous, de toute manière, comme vous, et en toute transparence, on doit produire le budget de Cherbourg-Cotentin, c'est celui-là qui fait acte de foi, mais on doit extirper de ce budget de Cherbourg-Cotentin les lignes que l'on les produira. Alors, est-ce que ce sera le
le prochain conseil communal où on pourra présenter ces lignes, où on les aura appris, où on les présentera, moi je m'y engage, on les présentera, parce qu'en toute logique, en toute démocratie, on doit les présenter dans le conseil communal de la glacerie, c'est logique. Il y a une part pour les écoles aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'avais une question. Alors, tout à l'heure, vous nous avez précisé que vous étiez ordonnateur délégué. Chaque maire. Non, suppléant, madame. Suppléant, pardon. Suppléant. Suppléant. Donc, ordonnateur, chaque maire délégué. Chaque maire délégué est ordonnateur pour des choses bien précises ou chaque maire délégué est ordonnateur pour toutes les délégations. Alors, si je suis claire, vous voyez. Oui, je veux dire, oui. Le maire délégué, c'est encore plus compliqué que vous l'envisagez, parce que le maire délégué a deux compétences. La loi lui en oblige deux. Il est maire délégué ou il est maire adjoint. Oui. Donc, en ce qui concerne le maire adjoint, évidemment, il est ordonnateur subdélégué, et ici, un certain nombre. En plus, vous nous annoncez les nouveaux mots. Voilà. Et oui, hyper, c'est logique parce que, en fait, ce sera re-signé. Voilà. Donc vous pouvez être subdélégué. D'accord. Voilà. Et ce sera re-signé par Monsieur le Poitin. Mais je donne l'ordre, par exemple, de pouvoir. C'est moi qui m'occupe du SIG. S'il faut acheter l'ordinateur au SIG, je dis OK, et j'aurais donné un ordre dans la matière. En revanche, quand je suis ici à la glacerie, maire délégué de la glacerie, je suis ordonnateur suppléant et ça me permet de pouvoir, indépendamment des flux financiers ou comment dirais-je, des circuits de signature, de pouvoir signer un engagement au nom du maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, en ce qui concerne bien évidemment la part qui nous est dévolue ici, dont parlait M. Mousset tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut acheter là dans toutes les délégations, bien évidemment. Alors, les cartons. Voilà. Avis, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Le fonctionnement dans le cadre de l'appel à projet départemental, présence indicative sur Internet. Convention de la Cave de la Manche. Madame Ambrois. Il s'agit de percevoir une subvention de la part de la Cave de la Manche sur notamment le projet de moins de 100 formes, donc moins de 10 sur Facebook, et la formation de formateurs de jeunes. Donc, à savoir que cette action existait déjà depuis 2009, mais que nous respectons toutes les chartes. Donc, auparavant, on percevait 3 000 € de subvention. Et là, vu la situation que nous avons passée dans le projet de forme du 12 novembre 2015, nous pouvons avoir une subvention de fonctionnement maintenant de 11 000 € pour l'année 2015, 2016 et 2017. Donc, soit 8 000 € pour donc la présence éducative sur le net et 3 000 € sur la fonction de coordination locale de projet. Chaque année. Oui, chaque année. Oui. Parce qu'il y a eu une montée en compétences et aujourd'hui on a plus d'animateurs qui sont formés et qui donc, ont une présence sur le net vis-à-vis des jeunes. Donc cette action, ce que c'est il s'agit on a des éducateurs qui sont présents sur Facebook, donc des ados qui sont en malaise, des ados qui ont des soucis, via Facebook peuvent interpeller des animateurs et avoir un soutien psychologique ou une aide d'utilisation de Facebook. Donc il s'agit d'utiliser un nouveau canal, Facebook, pour pouvoir toucher des jeunes en détresse. Il y a un bilan annuel qui est fait de ces actions. Exactement. Donc celle il y a 2 ans, je crois. Celle qui a eu 1 an, il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a eu un diagnostic de fait que la cave justement, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une c'est à la cave qu'on transmet le bilan, c'est elle qui incise les de la subvention. Comment? Ah ben non.
Alors, vous parlez de présence éducative, c'est ces fameux personnels qui ont été formés, c'est ça Non, donc ce sont nos animateurs du centre culturel. D'accord. Les promeneurs du c'est labellisé, il y a une marque du département avec la je ne sais pas si vous vous souvenez du conseil municipal de juillet 2014, nous avions dit que nous voulions, dans le plan de redressement des finances qui était absolument nécessaire pour la commune, nous voulions supprimer un certain nombre de dépenses et augmenter et optimiser les recettes. Et notamment, il y avait un chapitre pour l'optimisation des recettes de la CAF, avec deux recherches. La première, qui était la recherche de la formation des personnels pour prétendre aux agréments, et deuxièmement, de demander ces agréments. En voilà un exemple, et je félicite Mme Ambrois en la matière. Sachant qu'aussi l'augmentation de la formation, et j'oublie aussi l'intégration d'un nouveau axe, c'est-à-dire lutter contre l'échec et le décrochage scolaire. Voilà, un exemple de ce que nous avons pu faire, qui s'ajoute quand même. Alors évidemment, c'est plus uniquement glacério-glacérien, mais nous ne sommes pas pour autant, et nous allons continuer, parce que ça nécessitait tout l'établissement, et je félicite tous ceux qui ont collaboré, de tout le conseil municipal, à toutes ces réunions qui ont statué pour établir ce qu'on appelle le PEL, donc le plan éducatif local. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'établir un PESL, donc un plan éducatif et social local. Donc qui sera encore une étape supplémentaire qui nous permettra d'obtenir davantage de ressources de la part de la CAF. Les conventions sont signées par le maire de Cherbourg. Oui, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, oui. C'est lui qui signera notamment, j'y serai invité, est en train de chercher une date pour prévoir la signature de la convention sur l'accueil des enfants handicapés. Ça aussi, on accueillait les enfants handicapés, on n'avait pas l'agrément. Et alors, nous allons être la première crèche à pouvoir le faire. Hein. Là, je rends hommage à Mme Dupré d'avoir mis ça en place. Donc, de pouvoir accueillir ces enfants à la crèche et qui nous permet de toucher 7 500 € par an, voilà, supplémentaire. Mais il a fallu établir là aussi un document, il a fallu établir un certain nombre de formalités. Ça a été, la CAF nous l'a accordé, je crois l'avoir dit, au conseil municipal du 17 décembre. Donc la CAF nous l'avait accordé fin décembre, et donc ça va être signé là. Mais l'effet rétroactif a été porté sur 2015 également. Donc 2015 et 2016. Là aussi, nous optimisons tout ce que l'on peut avoir en la matière, ce qui est bien normal. Au lieu de le faire gratuitement, on va le faire, voilà. Centre socio-culturel des Rouges-Terres, subventionnement de fonctionnement dans le cadre de Copal. Alors, avis. Contre. Abstention. Adopté, merci. On passe à l'avis suivant sur le centre socio-culturel des Rouges-Terres, la subvention de fonctionnement dans le cadre de Copal. Là aussi, une convention à la carte. Voilà, donc là, il s'agit également de percevoir une subvention supplémentaire. Donc là, on est dans le champ de la parentalité et de l'accessibilité aux loisirs éducatifs. Donc ça concerne l'accueil des loisirs sans hébergement au niveau du centre. Donc on a déjà une prestation de service, mais en plus, on rentre dans tous les critères maintenant pour percevoir donc, une subvention dans le cadre de la convention OPAL de la carte. Donc, ce qui représente 790 €, voilà, de plus. Écoutez, oui. Alors, notamment dans les nouveaux critères, c'est aussi la mise en place des défausseurs familiaux qui nous permet d'être dans les critères de cette convention. Pardon ? Alors, oui, je rappelle quand même que ces sommes-là, mesdames et messieurs, on les perçoit parce qu'on a mis des quotients familiaux en place. Oui, je le dis à notre opposition aussi. Voilà, qu'il y a des effets bénéfiques, messieurs, dames.
Je vous le signale, ça passe pas inaperçu quand même. Je vous rappelle quand même, parce que je crois que quelquefois, même, je ne veux pas ressasser de vieille lune ou autre chose de ce genre, mais quand on est arrivé ici, quand je suis arrivé dans cette mairie, et ceux qui étaient là présents peuvent l'attester, le 1er avril, on rentre dans la mairie, le 2 avril, je reçois la DGFI avec le trésorier de Tour-la-Ville, qui viennent me dire que les finances de la commune sont dans le rouge, à cause des comptes sociaux. À cause des comptes sociaux. Et que si nous continuons sur la pente qui nous est indiquée, nous avions déjà un trou au bout d'un trimestre de 200 000 euros, que le trou aurait été de 800 000 euros à la fin de l'année, oui, et que le préfet aurait pris la main. C'est pour ça que nous faisons et que nous avons fait tous ces efforts et que je remercie pour pouvoir rétablir les comptes sociaux de la commune. Ce n'est pas uniquement avec l'augmentation des tarifs, même si on nous l'a reproché, qu'on a pu la rétablir. On l'a rétabli grâce avec la formation, grâce à mettre en place toutes ces structures, grâce aux quotients familiaux, grâce à tout ce que nous pouvons faire en matière sociale pour pouvoir améliorer nos prestations. Et pour les étudiants qui veulent aller faire leurs études à l'étranger, il y a d'autres moyens que juste avec le financement de la mairie. En général, c'est assez large, les demandes. Alors, on a voté là-dessus. Non? Je soumets. Donc, abstention. Pardon? Vous abstenez? Non. C'est mon document, pardonnez-moi. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Voilà, je vote pour et je vote même des deux mains si vous voulez. Le centre socio-culturel des Rouges-Terres, la subvention de fonctionnement dans le cadre de l'appel à projet départemental, animation collective jeunesse dans les centres sociaux, convention avec la CAF de la Manche. Donc là, il s'agit encore plus dans les subventions. Alors là, c'est lié au fait donc dans notre projet de centre, donc nous avons assuré dedans donc le projet référent jeunesse et le projet de la famille. Donc là, il s'agit de participer sur un poste d'un animateur donc, au niveau de la jeunesse pour un montant de 10 000 euros par an pour 2015, 2016 et 2017. Voilà. Donc, on peut lire. Des questions? Mesdames et messieurs, je soumets à votre avis. Contre, abstention, adopté, je vous remercie. Et voilà. Donc, quelques petites précisions avant qu'on fasse un tour de table. C'est sur les conseils communaux. Alors, les délais administratifs font qu'on est obligé de les changer. J'avais pressenti un certain nombre de dates. Malheureusement, nous ne pouvons pas les respecter. Donc, je recherche mon tableau. Le prochain conseil communal que je voulais faire, qu'on avait accepté de faire le 31 mars, parce qu'il nous semblait opportun de le faire en dehors des vacances, eh bien non, on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas parce qu'il faut 15 jours, etc. Donc je vous propose de le faire le 7 avril. Et on doit le faire avant le 10. On a une fenêtre de 8 jours pour faire les conseils municipaux, les conseils communaux. On ne peut pas le faire avant le 2 avril et on ne peut pas le faire après le 8 avril. Voilà. Donc je vous propose le 7 avril, qui est un jeudi. Le prochain, qui devait avoir lieu le 28 avril. Ah ben oui, il va falloir, je leur avais demandé déjà de la déplacer. La glacier autrement, le conseil municipal. Oui. Alors, le conseil municipal, le conseil communal suivant, qui devait avoir lieu le 28 avril, eh bien c'est trop tôt, on n'est pas dans la fenêtre de tir. Il faut le mettre dans la fenêtre suivante, dans la semaine suivante,
et la semaine suivante, c'est une semaine à 3 jours. Parce qu'il y a le... On va pas le faire le jeudi de l'Ascension quand même. Voilà. Mais... Donc, ni le vendredi. Donc, je vous suggère de le faire le mardi 3 mai. Et le suivant, mais nous étions pile dans la fenêtre, donc ça ne change pas le 16 juin. Voilà. Alors j'ai des craintes sur le 7 avril. Ceux qui ne seraient pas là donnent des pouvoirs, mais il faudra quand même qu'on ait un quorum. Exactement. Oui, c'est le seul. Oui. Il faut le quorum. Mais on vote sur un avis. On vote sur un avis. Oui. Sur les affaires locales. Après, c'est le 3 mai. Voilà. Vas-y, 7 avril. C'est juin et garde.